Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les principaux titres. Première réunion du Conseil supérieur de la statistique à la primature ce matin. Dans l'actualité également, le négociateur en chef palestinien est mort du Covid-19. Bonjour à tous. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a présidé ce matin la première réunion du Conseil supérieur de la statistique au Palais du Peuple. L'ensemble des membres du gouvernement ont pris part à cette réunion avec la participation du commissaire au plan Amr Ali Saïd, des hauts responsables de la présidence et de la primature et des représentants du département de la statistique. Cette réunion a été l'occasion pour les décideurs de se pencher et de discuter de l'organisation et du fonctionnement du Conseil supérieur de la statistique et des différentes réalisations de l'Institut de la statistique. Créé en février 2019, l'Institut national de la statistique de Djibouti est un atout pour le développement de la statistique et le renforcement des statistiques du pays. L'institution permet également d'évaluer les politiques, les programmes et projets de développement et la lutte contre la pauvreté. Le département ministériel en charge des statistiques au niveau national a soumis durant la réunion le plan de travail de l'institution pour l'année et la réunion a débattu donc de la meilleure approche pour la bonne marche du système de statistique national. Après les présentations sur le fonctionnement et la stratégie, les ministres se sont focalisés sur le programme statistique pour l'année 2021. Et durant cette réunion, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a pris la parole. Il a donc demandé l'implication de toutes les institutions, chacun à son niveau, pour la production, la diffusion et l'utilisation des statistiques nationales qui doivent devenir un outil d'aide à la décision publique et privée. On l'écoute. Nous sommes réunis ici en tant que Conseil supérieur de la statistique et en tant que aussi membre de ce Conseil supérieur de statistique. Le Conseil supérieur de statistique est l'organe suprême de la gouvernance du système de statistique, tant au niveau de la coordination qu'au niveau de la production de données. L'implication de l'ensemble du gouvernement comme membre de ce Conseil supérieur, sous la houlette du chef de l'État, notre engagement pour la transformation profonde du système national des statistiques. Il est donc attendu de chaque membre de ce gouvernement une forte implication dans le fonctionnement comme dans la gestion de production des données. Quand j'ai dit une forte implication, ce n'est pas uniquement du membre du gouvernement lui-même, mais aussi des administrations qui lui sont rattachées, ainsi que des méthodes de normes de production de données statistiques pour doter le pays de données scientifiques de bonne qualité. La création de l'Institut de statistique en février 2019 constitue une avancée majeure dans la voie vers la production et le développement des statistiques et le renforcement des systèmes de production des statistiques dans le pays. L'évaluation des politiques, des programmes, des projets de développement et de lutte contre la pauvreté. Conformément aux attributions du Conseil supérieur de la statistique, vous serez donc invités, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, après présentation sur le fonctionnement du Conseil, sur la stratégie de développement de la statistique 2018-2022 et la réforme de la statistique, à vous prononcer sur le programme annuel 2021.
Également dans l'actualité, présidée par l'honorable Dr Ahmed Roblé, la commission du développement social et de la protection de l'environnement de l'Assemblée nationale a débuté donc aujourd'hui l'examen du projet de loi portant création de l'agence djiboutienne des normes et de la qualité. Cette séance a vu la participation du ministre du Commerce assisté pour l'occasion des responsables du 10 départements ministériels. La commission reprendra l'examen de la nouvelle disposition dans sa réunion du lundi 16 novembre prochain. Et toujours à l'Assemblée nationale, les membres de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan ont reçu les éclairages des membres de la Cour des comptes pour décortiquer les chiffres du projet de loi de règlement pour l'exercice 2019-2020. Cette activité précédant l'examen du projet de loi de finances portant règlement définitif du budget de l'État de l'exercice 2019. La Commission procédera également dans les jours qui viennent aux auditions des différents départements ministériels bénéficiaires des dotations budgétaires relevant de ce texte. Engager la poursuite des réunions sectorielles de consultation des parties prenantes autour du projet Initiative pour l'emploi, le ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration a organisé la 3e réunion sectorielle avec les corps constitués de la défense et de la sécurité au cours du traditionnel déjeuner professionnel au Djibouti Palace Kempinski hier. La réunion a été présidée par le ministre du Travail, Ismaël Ibrahim, avec la participation du ministre de la Défense, Hassan Omar, et du ministre de l'Équipement et des Transports en présence des chefs de corps et auxiliaires de l'armée, la Marine nationale, des gardes-côtes, la Gendarmerie nationale, la Police nationale, la Protection civile et la Garde pénitentiaire. L'objectif de cette rencontre portait sur l'adhésion et l'association de la Défense nationale et des forces de sécurité au projet Initiative nationale pour l'emploi qui ambitionne de créer 5000 emplois décents pour les jeunes. Lors de cette réunion, le ministre du Travail a brièvement évoqué la structuration et l'organisation du projet. Il a ensuite exprimé son souhait de mettre l'armée nationale au cœur de cette initiative pour contribuer de manière significative à la résorption du chômage des jeunes. Conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi 59 du 20 juillet 2014 portant organisation de la Commission nationale des droits de l'homme et de l'article 5 du décret d'application de la loi 2015 datant du 11 juillet 2015, une délégation de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDH, a effectué hier matin une visite notifiée à la prison civile de Gabod. Ces visites s'inscrivent donc dans la mission première de la CNDH qui consiste à contribuer à la promotion et la protection des droits de l'homme dans tous les aspects. Et elle veille également au respect des engagements de la République de Djibouti concernant les instruments internationaux et régionaux ratifiés par notre pays. En ce sens, à l'issue de chaque visite, elle adresse aux autorités compétentes donc en la matière un rapport qui comporte ses observations et ses recommandations. Et comme à l'accoutumée, la délégation s'est entretenue avec la direction de la prison et les prisonniers pour recueillir leurs doléances et leurs plaintes éventuelles. Elle s'est rendue par ailleurs dans tous les quartiers de la prison, à savoir le quartier des femmes, celui des mineurs et celui des hommes. Par ailleurs, pour la 2e année consécutive, la délégation de la CNDH a distribué un questionnaire complété par les prisonniers afin de recueillir leurs doléances de la manière la plus anonyme. Elle s'est aussi assurée de la disponibilité des stocks suffisants de médicaments et de nourriture ainsi que de la tenue du greffe. Le ministère de l'Agriculture, de l'eau, de la pêche, de l'élevage chargé des ressources halieutiques en collaboration avec l'UNICEF a organisé aujourd'hui au Djibouti Palace Kempinski un atelier de l'analyse des goulots d'étranglement pour les secteurs eau et hygiène assainissement en milieu rural. Cet atelier qui a vu la participation du secrétaire général du ministère de l'Agriculture et de la représentante de l'UNICEF à Djibouti et plusieurs autres ingénieurs et techniciens du ministère. L'objectif étant de chercher à dégager un consensus sur les problèmes sectoriels et les solutions pratiques qui peuvent être mises en œuvre pour donner une impulsion au progrès et à la réforme du secteur. Et il mobilise des ressources nécessaires à leur mise en œuvre. Cet atelier se déroulera donc durant 3 jours et au cours de la cérémonie d'ouverture, la représentante de l'UNICEF et le directeur de l'eau au ministère de l'Agriculture se sont dit fiers et honorés de participer à cet atelier. Ils ont par ailleurs indiqué l'objectif de cet atelier. Y a la formulación y a la mise en œuvre des politiques et des stratégies nationales et des actions au niveau opérationnel pour l'amélioration des accès aux services d'approvisionnement, de l'assainissement et de l'hygiène
populations les plus vulnérables en milieu rural. Grâce à la contribution aux actions de construction et réhabilitation de points d'eau et d'actions d'hygiène et d'assainissement, l'UNICEF a permis à plusieurs milliers de personnes et de familles d'avoir un accès amélioré à l'eau potable et aux infrastructures améliorées d'assainissement, ainsi que de bénéficier des actions de promotion de l'hygiène, y compris dans le cadre de la réponse WASH aux urgences comme l'inondation et la pandémie. Afin de soutenir et garantir l'accès à l'eau potable et l'assainissement et l'hygiène pour atteindre les objectifs de développement durable, ODD 6, un outil en ligne WashBad, outil d'analyse de goulot d'étranglement, a été développé. L'outil permet l'élaboration des plans chiffrés et hiérarchisés pour éliminer les goulots d'étranglement qui limitent les progrès dans le secteur de l'eau, d'assainissement et d'hygiène. Je me réjouis grandement de la tenue de cet atelier qui n'est pas une simple discussion. Je lui souhaite un franc succès afin que des initiatives de ce genre soient multipliées et puissent renforcer la collaboration entre l'UNICEF et le ministère de l'Agriculture pour les intérêts communs et le bien-être de nos populations respectives. Et de son côté, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture, Ibrahim Elmi, a rappelé donc les tenants et aboutissants de cet atelier. On l'écoute. La sécheresse récurrente que connaît notre pays et constitue l'un des principaux défis en milieu rural, placé sous la priorité, parmi les priorités du gouvernement. Les facteurs inhérents à la sécheresse contribuent à augmenter de manière significative à la vulnérabilité des populations, notamment les populations rurales et les plus pauvres. De plus, à la crise de sécheresse se superposent plusieurs autres facteurs, dont notamment la recrudescence des flux de réfugiés et des déplacés internes, des inondations qui surviennent parfois même en pleine crise de sécheresse et des changements climatiques. Les différentes activités menées par le ministère de l'Agriculture dans le cadre du développement du secteur eau, hygiène, assainissement ces dernières années ont permis d'atteindre des succès appréciables, en particulier dans le domaine de réalisation des ouvrages hydrauliques et d'une manière globale dans la lutte contre la soif. Cet effort au niveau des décideurs politiques est accompagné par des réformes institutionnelles garantissant la mise en place de plusieurs documents stratégiques qui ont été élaborés en partenariat avec les différents partenaires, notamment la planification stratégique du secteur eau avec les programmes PNIEA, la planification stratégique du secteur eau avec la stratégie de l'assainissement individuel, les PSAI, la stratégie nationale de gestion participative des points d'eau en milieu rural, les plans de contingence nationale du secteur WASH. Ces documents permettent de mettre à la disposition des autorités nationales, régionales et des décideurs du secteur un outil opératif permettant la planification du secteur WASH en milieu rural. Mais malheureusement, avec tous ces investissements et toutes ces réformes mentionnées ci-dessus, la pérennité et la fiabilité de l'accès à l'eau, des services de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène en milieu rural restent des défis majeurs pour toutes les parties prenantes dans ces activités. Mesdames et messieurs, c'est dans ce cadre que le ministère de l'Agriculture, avec l'UNICEF, a décidé d'organiser et de procéder à l'analyse des goulots d'étranglement dans le secteur eau, avec l'appui financier de l'UNICEF, afin de pouvoir identifier les facteurs empêchant la réalisation des objectifs du secteur. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-Asr. La suite de notre journal, c'est juste après ça. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Dans l'actualité nationale, toujours dans la journée d'hier, le colonel Waïs Omar Bougouré, commandant des gardes-côtes djiboutiens, et le général Stéphane Dupont, commandant les forces françaises stationnées à Djibouti, ont organisé conjointement une cérémonie de clôture de plusieurs types de formations maritimes au camp d'Oralé des gardes-côtes. La cérémonie de clôture des formations maritimes a vu la participation, entre autres, des représentants des forces de sécurité et de défense de notre pays, des attachés de défense des pays amis et les commandants des bases de soutien des pays amis présents sur le sol djiboutien. Les différentes formations qui ont été clôturées à l'occasion de cette cérémonie étaient donc la formation de police judiciaire, la formation sur l'initiative de la soudure, la formation sur l'initiative de la plasturgie résinage, formation sur l'initiative du froid et de la climatisation, formation sur l'intervention et sauvetage subaquatique, et formation sur l'incendie et sécurisme et la formation de la SECAD. Ces différentes formations ont été essentielles pour le renforcement de la capacité opérationnelle afin d'assurer efficacement la sécurité et la sûreté du domaine maritime djiboutien et celui de la région. Ces formations, en conséquence de la très bonne relation entre les forces françaises stationnées à Djibouti et les gardes-côtes djiboutiens, ont ainsi contribué, au-delà de l'aspect professionnel, à l'instauration des relations amicales et des confiances entre les officiers des deux institutions. Ces formations prodiguées par les instructeurs des forces françaises témoignent de la qualité des bonnes relations historiques entre les deux pays frères et amis, la République de Djibouti et la République française. Et la cérémonie de clôture de plusieurs types de formations maritimes s'est achevée par la remise des certificats au profit des différents stagiaires. Écoutons à présent les propos tenus par le général Stéphane Dupont, commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Dans le cadre que le Waïs a bien souligné de notre coopération opérationnelle qu'entretiennent les forces françaises stationnées à Djibouti avec son partenaire historique et privilégié, nous sommes tous réunis aujourd'hui afin de procéder ensemble à la remise des certificats de formation aux stagiaires des gardes-côtes qui attendent tous derrière. En premier lieu, je souhaitais, mon colonel, mon cher Waïs, te remercier de m'avoir invité à coprésider cette cérémonie ce matin. Ton implication également dans ces différentes formations atteste une fois de plus l'importance
que Djibouti accorde à la formation de ses cadres et stagiaires et dans la mission particulière des gardes-côtes, mission importante, comme ça a été souligné, utile au quotidien. Et je profite de cette occasion de te remercier du sauvetage effectué par les gardes-côtes il y a maintenant une dizaine de jours au profit d'une famille des forces françaises de Djibouti dans le golfe de Tadjoura. Les gardes-côtes, ce n'est pas seulement dans ces formations la mission opérationnelle sur le CK de la plongée, mais c'est aussi, et c'est tout à ton honneur de développer tous ces éléments, des formations dites de soutien qui te permettent une certaine autonomie, résinage, plastique, soudure, et ce qui montre bien l'ampleur que prennent les gardes-côtes en ce moment, en tant que, si je raisonnais entre armées, je dirais une armée presque autonome. Je suis content de voir que finalement, au sein des FFDJ, toutes les formations de FFDJ qui ont contribué à ces formations, elles soulignent que, enfin, tout cela, ce qui m'est remonté, et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ton personnel était toujours motivé, enthousiaste, professionnel, attentif, ce qui fait que toute cette formation elle a une réelle utilité et que maintenant, j'espère que vous avez toute autonomie pour mettre en œuvre à votre niveau. On sera toujours en soutien si tu fais appel à nous. Donc je pense que maintenant, tous les stagiaires, vous pouvez être fiers de détenir bientôt, quand il vous sera remis, ce certificat. Et je vous en adresse mes plus vives félicitations, puisque l'occasion m'en est donnée. Je crois qu'il faut continuer. C'était presque une première étape. Donc continuons à nous inscrire dans cette dynamique de formation et d'entraînement conjoint entre nos forces pour une coopération qui se veut fructueuse, enrichissante et sur le long terme. Je vous remercie de votre attention. Et de son côté, le colonel Waïs Omar Bourré, commandant des gardes-côtes djiboutiens, s'est réjoui de la clôture de ces différentes formations. On l'écoute. Il me soit permis de rendre hommage à la très bonne relation historique entre les deux pays frères et amis, la République de Djibouti et la République française. Cette très belle coopération a permis d'instaurer un climat de confiance, de travail et de bonne coordination entre les forces françaises stationnées à Djibouti et la garde-côte djiboutienne pour aboutir à la bonne réalisation des formations touchant plusieurs spécialités et plusieurs secteurs, très essentiels pour la réussite des différentes missions dévolues à la garde-côte djiboutienne. On vous remercie infiniment, Monsieur le Général. Ces formations, il s'agisse de formation de police judiciaire, formation sur l'initiation de la soudure, formation sur l'initiation de la plasturgie, résinage, formation sur l'initiation de froid et de climatisation, formation sur l'intervention et sauvetage subaquatique et formation sur l'incendie et le secourisme. Et enfin, la formation des commandos, on a dit formation de la C4 à Balacharta. Je tiens à saisir cette occasion pour remercier chaleureusement et exprimer notre gratitude et notre sympathie au général Steven Dibon, qui s'est beaucoup investi et impliqué au renforcement de cette coopération et au bon déroulement de ces formations dans le cadre de la coopération opérationnelle. L'honneur de cette réussite lui revient amplement. Enfin, j'envoie mes félicitations aux différents stagiaires qui ont montré de sérieux, de l'assiduité et du professionnalisme durant toute la durée de leur formation respective. Je les exhorte fortement d'abord de reproduire sur le terrain les connaissances acquises et d'essayer aussi de transmettre les savoirs aux autres personnels de la garde-côte qui n'ont pas eu la chance de profiter. Vive l'amitié franco-djiboutienne, vive les relations professionnelles et fraternelles entre la garde-côte djiboutienne et les forces françaises stationnées à Djibouti.
Et enfin, pour clore l'actualité nationale dans le cadre du projet de lutte contre la pandémie de la Covid-19 en République de Djibouti, la branche Obok du Croissant Rouge a organisé dans la journée du lundi, dans le chef-lieu de la région, le lancement des activités de sensibilisation contre l'épidémie du coronavirus. Ces activités ont eu lieu dans trois quartiers, à savoir la cité Pnud, Palmeraie et Fantehelo, les plus défavorisés donc de la ville, où les démonstrations de techniques de lavage des mains s'avéraient primordiales. Et des séances de démonstration sur le lavage des mains, des visites à domicile, des sensibilisations sur les gestes barrières et le port de masque ont été effectués aux populations de ces sites. Une dizaine de volontaires issus de la branche Croissant Rouge d'Obok, sous la supervision du comité local, ont exécuté ces campagnes de sensibilisation. Les bénéficiaires ont apprécié les transmissions donc de ce message de sensibilisation ô combien important vis-à-vis de leur santé. À l'issue de ces opérations, des interventions ont été recueillies auprès des bénéficiaires, auprès des organisateurs qui n'ont pas manqué de souligner l'utilité de ces opérations. Et de là, nous passons à l'actualité internationale au Congo. Au moins 83 000 personnes sont touchées par les inondations provoquées par les pluies diluviennes qui s'abattent depuis juillet dans la partie nord du Congo, selon le Programme alimentaire mondial qui a annoncé un financement d'1 million de dollars pour les premières distributions d'urgence. Et face à cette situation, le gouvernement congolais a décrété la semaine dernière l'état d'urgence humanitaire et sollicité l'intervention des partenaires internationaux. L'année dernière, les inondations avaient touché plus de 200 000 personnes sur l'ensemble du pays, avaient estimé en février les autorités gouvernementales. Et c'était dans les titres de cette édition. Saeb Erqat, l'une des personnalités politiques palestiniennes les plus connues à l'étranger, est décédée donc hier à l'âge de 65 ans après avoir contracté le nouveau coronavirus, laissant les Palestiniens orphelins d'un grand combattant pour la paix. Atteint de fibrose pulmonaire et greffé du poumon, le secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine est décédé à l'hôpital Hadassah de Jérusalem, où il avait été admis le 18 octobre, pleurant la mort de son ami et frère, le président palestinien Mahmoud Abbas a déploré une perte immense pour la Palestine et pour notre peuple, a-t-il indiqué. En tant que négociateur en chef côté palestinien, il avait participé à de nombreux pourparlers de paix avec Israël, actuellement dans l'impasse. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi.